On va parler du problème de recherche et des objectifs, surtout comment est-ce qu'on fait la formulation. Et je vais essayer d'être le plus pratique possible, de faire les choses vraiment simples pour que chacun puisse comprendre. Et probablement, on devra parfois interagir à des questions que je vais poser, les uns et les autres pourront répondre pour qu'on puisse avancer et pour être sûr qu'on se comprenne bien. Et bien que ceux qui nous suivent, ceux qui sont connectés, soient d'expérience et de niveaux divers, on va essayer d'être le plus basique possible, d'aller vraiment, je dirais, au niveau de ceux qui n'ont aucune expérience en recherche. Encore qu'en général, même avec un peu d'expérience, il faut toujours cet exercice et ce travail. Donc, problème de recherche. Le point, c'est de bien comprendre le processus de la recherche scientifique ou la recherche en santé notamment. Et hier, on a commencé à parler de cela. Il faut dire que lorsqu'on parle de la recherche, ce qu'on va faire en 7e année de médecine, ce qu'on va faire à la fin d'une formation en master, que ce soit santé publique, que ce soit infirmière ou plein d'autres choses. Lorsqu'on parle de la recherche, il y a plusieurs étapes par lesquelles on va passer. Déjà, il faut identifier un problème. Et un docteur Tanque l'a bien développé en disant, on peut partir d'une observation. Il a pris l'exemple de celui qui a observé que les personnes avec une section de la moelle n'arrivaient pas à marcher et il fallait trouver une solution pour eux. Donc, il faut pouvoir observer quelque chose qui est un problème. Donc, identifier un problème. Et on va le voir dans la suite. Il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes de recherche. C'est pour ça que c'est vraiment important de distinguer ce que c'est un problème de recherche. Ensuite, Dr. Fouze l'a expliqué hier, il faut rédiger un protocole. Le protocole, c'est comme la procédure, la méthode que je vais utiliser pour résoudre ce problème-là. Voilà. Parce qu'une fois que j'ai identifié un problème, on peut avoir plusieurs approches différentes pour le résoudre. Maintenant, je dois définir qu'est-ce que je fais. Et en général, la recherche va passer par le recueil des informations qui sont nécessaires pour résoudre le problème. Et c'est ça la phase de la collecte des données. Ensuite, il faut faire des calculs lorsqu'on est en recherche quantitative ou simplement une analyse des données lorsqu'on fait de la recherche qualitative. Et c'est à travers ces calculs donc qu'on va obtenir la solution au problème qui est présenté dans les résultats et qu'on va rendre publique la solution, soit à travers une publication d'articles ou à travers une soutenance publique ou d'autres choses de ce genre-là. Et donc, voilà les différents éléments qu'on va retrouver dans un processus de recherche. Et je veux insister sur le fait que tout ceci doit partir d'un problème qu'on a identifié. De telle sorte que si on n'a pas de problème de recherche, en principe, il n'y a pas de recherche à faire. Si on n'a pas de problème qu'on ait identifié, en principe, on ne devrait pas s'engager dans un travail de recherche. Et là, j'ai pris deux exemples, un bon exemple et un mauvais exemple, ou une série de mauvaises raisons pour lesquelles on fait souvent la recherche. Donc, je commence par le bon exemple, qui a un projet de recherche sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler au centre de recherche sur les filarioses. Donc, après le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire, ce qu'on appelle le DIDC, donc c'est la distribution du mectisant qu'on fait dans les villages pour lutter contre l'onchocercose et d'autres filarioses. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'effets secondaires qui survenaient. Là, on est dans les années 2000-2005 et parfois, certains effets secondaires pouvaient conduire. Les entendre dans certains villages, les gens vont dire je ne prends pas le mectisant parce qu'on a dit que le mectisant tue les gens.
D'ailleurs, ça a tué certaines personnes, s'il faut être strict là-dessus. Et la question qui va se poser donc à ce moment, ou le problème qu'on rencontre, la difficulté à laquelle on fait face, c'est comment faire pour réduire les effets secondaires liés au mectisant. L'observation qu'il y a, c'est les gens ont peu de mectisant, ont eu un effet secondaire et certains en sont même décédés. Et il faut noter ici que ces effets secondaires étaient plus fréquents que ce qui est prévu dans la notice du médicament. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de pleurer, beaucoup plus de vomissements, de diarrhée, etc. Et donc, on se dit, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cela? Ça, c'est une observation et ça va amener à rédiger un protocole de recherche. Et l'étude qui a été menée donc portait sur les facteurs de risque des effets secondaires liés à l'ivermectine. Et le résultat principal qu'on a obtenu de cette étude, c'est que le principal facteur de risque, c'est l'infection à la loise, qui est une autre filariose. Et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient une charge parasitaire de loise supérieure à 20 000 étaient plus à risque de faire des effets secondaires graves pouvant être mortels. Et ce résultat, donc, a permis de développer la stratégie appelée test and treat pour la filariose, qui consiste à tester les gens pour la loise, voir qui est infecté, qui n'est pas, et traiter uniquement ceux qui ont une charge parasitaire inférieure à 20 000 ou ceux qui ne sont pas infectés par la loise. Et cette stratégie à elle seule a permis non seulement d'annuler la mortalité liée à la prise de l'ivermectine. Depuis près de 10 ans, on n'a plus aucun cas de décès lié à la prise de l'ivermectine, mais aussi ça a réduit le nombre d'effets secondaires qu'on peut avoir. Et on voit bien là que c'est l'observation d'un problème que je vais transformer en question de recherche. Je développe une méthode qui m'amène à faire une collecte des données, après quoi on fait une analyse et le résultat nous permet de résoudre le problème qui s'est posé. Et comme je l'ai dit, la principale caractéristique d'un problème de recherche, c'est qu'il nécessite de recueillir des informations. Donc, il faut qu'il y ait une collecte des données, ensuite de faire un calcul ou une analyse des données. Ça veut dire tout problème que je vais résoudre sans passer par la collecte et l'analyse des données n'est pas un problème de recherche. Ça peut être un problème d'autre chose, comme on va le voir dans les exemples qui sont évoqués ici. Si je dis par exemple, les médecins ne lavent pas les mains avant d'examiner le nouveau-né, ou alors on est en période de Covid, je dis les médecins ne portent pas le masque à l'hôpital lorsqu'ils sont en train de consulter les patients. Est-ce que c'est un problème de recherche ou pas? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est un problème parce que ne pas mettre le masque va exposer non seulement le médecin, mais les patients aussi. Ne pas laver les mains va augmenter le risque d'infection pour les nouveau-nés. Mais il est clair que pour résoudre ce problème, on n'a pas besoin de faire une collecte et une analyse de données. Il suffit simplement que le responsable de cette formation sanitaire prenne une décision qui peut être de dire, si un médecin examine un nouveau-né sans laver les mains, on va lui enlever 1000 francs sur les quotes-parts. Cette décision à elle seule suffit pour que les gars s'alignent pour commencer à laver les mains. Ou si on parle du masque, par exemple, si on dit, par exemple, celui qui ne met pas le masque, on considère que sa journée de consultation n'est pas valide. Il est clair que presque tous, à part quelques récalcitrants comme il y en a toujours, mais presque tous vont mettre le masque. Et donc, on voit que ça, par exemple, c'est un problème, mais qui n'est pas un problème de recherche formulé de cette façon. Il faut juste une décision administrative et on a résolu le problème. L'autre chose qui, en soi, n'est pas un problème de recherche, c'est le fait de dire il existe peu de données chez nous sur telle chose. Alors, la prévalence de telle maladie n'est pas connue chez nous. Et le point ici, c'est de dire l'absence de connaissances, l'absence d'information n'est pas une raison suffisante pour faire un travail de recherche. Et on va le voir davantage dans la suite
Quels sont les éléments qu'il faut considérer en fait lorsque je dis que je suis en train de concevoir une idée, concevoir un projet de recherche? Le simple fait qu'on ne connaisse pas, le simple fait qu'il n'y ait pas les informations sur cela, ce n'est pas une raison suffisante pour faire un travail de recherche. Et il y a un exemple que j'aime bien souvent prendre qui illustre à suffisance le fait que ne pas connaître ne suffit pas pour chercher. L'exemple, c'est ceci. Imaginons qu'on veuille évaluer l'effet antalgique du paracétamol chez les moustiques. Oui, bon. Si on veut voir, est-ce que le paracétamol réduit la douleur chez le moustique autant qu'elle réduit la douleur chez l'être humain? Je suis convaincu que personne d'entre nous ici ne voudra faire cette étude-là. Parce qu'on va se demander, mais ça me sert à quoi? Même si ça réduit, ça ne réduit pas. La douleur du moustique n'intéresse personne, ça ne m'intéresse en rien du tout. Et ça nous permet de comprendre qu'en fait, en plus de ne pas connaître, en plus du fait qu'on n'ait pas l'information sur une question, il faudrait que cette information soit utile à quelque chose. Il faudrait que ça me serve à résoudre un problème. C'est ça qui va donc motiver à faire le travail de recherche. Donc, justifier un travail en disant simplement on ne connaît pas le résultat, ce n'est pas qu'on y a peu de données, ce n'est pas du tout suffisant. Et on verra dans la suite comment est-ce qu'on peut formuler les différents problèmes de recherche. Une autre mauvaise façon d'aborder la chose, c'est de dire l'étude n'a pas encore été faite chez nous. Et je trouve que c'est souvent trop facile ou c'est souvent jouer très bas que de prendre cette approche-là. Je veux dire, si ça avait été aussi facile, je crois que la recherche serait la spécialité la plus abordable qui existe. S'il suffisait de dire, tel a fait telle chose au Nigeria, je vais refaire la même chose au Cameroun. Il se pourrait que le Cameroun n'ait pas les mêmes problèmes que le Nigeria. Il se pourrait que le problème n'ait pas la même formulation, que la solution à trouver ne soit pas la même au Cameroun qu'au Nigeria, etc. Donc, le fait qu'on n'ait pas encore une étude chez nous, ce n'est pas suffisant pour initier un travail de recherche. Il faut bien plus que cela. Et on verra dans la suite. Et quelque chose qui m'amuse souvent, c'est le désir de faire changer la pratique. Et beaucoup de personnes qui abordent la recherche ont souvent cette tendance-là. Je te dis, je constate qu'on fait telle chose mal. Alors, il me faut faire la recherche dessus pour qu'on commence à faire ça bien. Par exemple, j'ai rencontré il y a quelques jours à peine un étudiant qui disait on se rend compte que pour le diagnostic de la méningite, on ne fait pas suffisamment la PCR. Donc, quand la culture est négative en général, on ne fait pas la PCR, alors que l'OMS recommande vraiment de faire la PCR vu qu'on peut avoir une infection qui est détériorée par les antibiotiques. Et donc, la culture peut être négative alors que l'infection est là. Et lui, c'était de dire, pour qu'on puisse désormais appliquer la PCR, il faut que je fasse un travail de recherche qu'il a intitulé La place de la PCR dans le diagnostic des méningites au Cameroun. Et ça m'a juste amusé parce que ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de son travail de recherche, il va déposer son affaire à la bibliothèque. Au meilleur des cas, il pourra rédiger un article, mais on va continuer de faire juste l'écriture et la vie va continuer. Surtout parce que c'est une pratique qui est même déjà recommandée. Ça veut dire on a la preuve de la place de la PCR. On sait exactement à quoi ça sert. Mais ce n'est pas parce que les gens ne le font pas qu'il faut faire un travail de recherche. Et ça, il faut vraiment faire attention à cela, à ne pas poser les mauvais problèmes de recherche. Voilà. Donc ça, c'est pour qu'on se comprenne bien sur ce qu'on entend par problème de recherche et sur ce que ce n'est pas également de faire un problème de recherche. Et là, je vais inviter chacun ici, tout au moins ceux qui ont un travail de recherche sous la main, à bien réfléchir à quel est le problème que je veux résoudre. Est-ce que ce que j'explique, ce que je dis vouloir faire nécessite d'être résolu par la recherche? Et là, on va voir une série d'exemples de problèmes de recherche dans certains axes que j'ai pu identifier à travers différentes lectures en me disant, OK, si je veux mener un travail de recherche, disons, on a beaucoup parlé de la recherche, voilà, c'est intéressant, etc.
Mais moi, je veux trouver un problème de recherche à résoudre. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais faire pour retrouver ce problème de recherche? Et il y a au total environ 7 axes que j'ai pu répertorier où on peut identifier des problèmes qui nécessitent de faire un travail. Le premier, c'est l'axe de la fréquence. Et ici, souvent, ça va être les problèmes de décision. Les problèmes de décision, soit décision de santé publique, soit décision au niveau individuel, c'est-à-dire lorsque j'ai un patient en face de moi. Donc, c'est de dire, dans l'observation que je fais, il peut y avoir des circonstances où je me rends compte qu'on a besoin de prendre une décision et on a du mal à prendre la bonne décision dans ce cas-là. Très souvent, ça va faire appel aux études qui vont porter sur la prévalence ou sur la fréquence d'un problème de santé. Et là, on a un exemple d'une question ou d'un problème qu'on peut rencontrer qui va se poser à l'administration de la faculté de médecine. C'est, est-ce qu'il est pertinent d'introduire un examen ophtalmologique systématique dans l'évaluation des candidats au concours d'entrée à la faculté de médecine? Vu qu'on sait que la couleur a une place importante dans la pratique médicale, un médecin doit pouvoir distinguer le rouge de ce qui est jaune. Sinon, à la fin, il va confondre l'ictère et la conjonctivite, ce qui va être un problème. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il serait pertinent, est-ce qu'en tant que doyen, je dois décider de faire un examen ophtalmo? En fait, je dois décider d'évaluer si chaque médecin, chaque étudiant qu'on admet doit bien voir les couleurs. Là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit juste décider selon son humeur ou selon son expérience dans le domaine. Mais il faut faire une étude sur la prévalence des dyschromatopsies, donc des anomalies de la vision des couleurs chez les étudiants en médecine. Sachant que si à la fin de mon étude, la prévalence est élevée, ça veut dire que c'est une bonne décision que d'introduire cet examen-là. Mais si à la fin, la prévalence est très faible, ce ne serait pas une bonne décision de santé publique que d'introduire cette prévalence. Et là, on voit que je ne parle pas simplement du fait que je veux trouver la prévalence, ce n'est pas connu chez nous. Mais plutôt, je me dis, en tant que décideur, voilà une situation qu'on rencontre, voilà une difficulté qu'on peut avoir à prendre la décision à l'échelle des étudiants. Et on peut ramener ça également au niveau individuel. C'est par exemple l'étude que le Dr Nguyen Eurich a faite pour la thèse, le profil mycologique des onychomycoses, des infections de l'ongle dans la ville de Yaoundé. Là également, c'est de dire quelle est la fréquence des différents germes responsables des infections de l'ongle dans la ville de Yaoundé. Et là, le problème qui se pose, c'est lorsque je suis en face d'un patient qui a une infection de l'ongle, plus précisément dans la ville de Yaoundé, quel est le meilleur traitement probabiliste que je dois donner à ce patient? Sachant que ça prend du temps pour faire la culture et ça coûte aussi pas mal d'argent pour faire la culture de l'ongle. Et donc, si je veux résoudre le problème du médecin généraliste lambda qui n'a qu'un taillon clinique à Yaoundé pour prendre en charge les onychomycoses, je peux faire une étude sur ce profil mycologique-là. Et désormais, s'il est face à un patient qui a une infection de l'ongle, il va se dire, OK, Nguyen et collaborateurs ont trouvé que 80% des infections étaient dues, par exemple, à Trichophyton rubrum, qui est sensible à tel antifongique. Et donc, il peut prescrire cela en première intention. Et là, on a résolu un problème de recherche qui se porte sur la fréquence du problème. Le deuxième groupe de problèmes qu'on va trouver, c'est les étiologies ou encore les causes d'un problème. Donc, ça va surtout aider à la décision des stratégies de lutte contre une maladie. Voilà. Si je veux lutter contre un problème de santé, je dois d'abord faire une étude sur quelles sont les causes de ce problème-là. Quels sont les éléments à l'origine de ce problème? Et j'insiste encore pour dire, l'approche, ce n'est pas de dire, on n'a pas encore cherché les causes chez nous, alors je le cherche. Je vais les chercher. Mais c'est plutôt, je veux développer une stratégie pour résoudre tel problème. Quelles sont les causes
qui vont s'appliquer à cela. Et on a un exemple qui est, y a-t-il des mesures particulières à prendre chez les femmes de moins de 40 ans pour la prévention du cancer du col de l'utérus? Par exemple, on peut constater dans une unité de prise en charge du cancer qu'il y a beaucoup de femmes de moins de 40 ans qui viennent avec le cancer du col, ce qui est un peu inattendu parce qu'on se dit que le cancer devrait toucher les femmes qui sont un peu plus âgées. Et si on voit des cas de femmes de 25 ans, de 30 ans qui ont un cancer du col de l'utérus, ça peut amener à réfléchir. Et donc, de cette observation, quelles sont les mesures que je peux prendre pour limiter ces cas? Il me faut faire une étude sur les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus chez la jeune femme. Là, ça peut par exemple être une étude cas témoin qu'on va mener. Et ça part d'une observation d'un problème qu'on identifie pour à la fin formuler donc sa question de recherche. Également, l'autre axe, c'est l'évaluation des tests diagnostiques. Et ici, le problème qu'il y a souvent à résoudre, c'est trouver la meilleure méthode pour diagnostiquer un problème dans un contexte bien précis. Dans un contexte bien précis. Très souvent, on peut connaître quelle est la méthode standard, quel est le gold standard pour diagnostiquer une maladie, mais cette méthode n'est pas toujours accessible à tous. Et donc, il faut trouver le meilleur moyen dans un contexte pour diagnostiquer. Et là, c'est un problème qu'on peut rencontrer devant une pathologie. L'exemple ici, c'est on a différentes méthodes pour le calcul du débit de filtration glomérulaire. Ça, c'est en néphrologie. Et ces méthodes ont été développées dans d'autres populations que celles africaines. Et ces populations-là ont un background génétique différent, ont une alimentation différente, ont une corpulence en termes de muscles différents. Et on se dit, parmi toutes ces méthodes, par exemple, on a le MDRD, on a le CKD, et puis on a la méthode de Cockcroft et Gold. Parmi ces différentes méthodes qu'on a développées dans d'autres populations, laquelle ou lesquelles seraient mieux adaptées pour la population camerounaise? Et c'est une question, c'est un problème qui a amené donc à faire une étude sur la performance des méthodes de calcul du débit de filtration glomérulaire dans une population hémodialysée à Douala. Et ça, c'est ce qu'on va souvent voir aussi dans plusieurs études de développement des scores, de développement des outils diagnostiques qu'on va retrouver dans des populations précises. Je me rappelle par exemple, il y a le Denver qui est utilisé en pédiatrie pour évaluer le développement psychomoteur des enfants. Il y a une étude qu'on a faite également pour développer un outil semblable à celui-là dans la population camerounaise. Parce qu'on se rend compte que cet outil n'est pas vraiment adapté à la population camerounaise qui parfois aura une croissance ou un développement différent des autres populations. Voilà. Donc, ça, c'est un autre axe, évaluer les tests diagnostiques. L'autre axe de recherche qu'on peut avoir, c'est évaluer le devenir ou le pronostic d'une affection. Et cet axe va nous aider en général à résoudre les problèmes de meilleures stratégies. J'allais dire de meilleures stratégies de prise en charge ou alors comment on fait pour améliorer le pronostic des patients. Un exemple qu'on a ici, c'est une question, une difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que deviennent les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral après leur sortie de l'hôpital? Ou encore, quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte pour mener des actions efficaces en vue d'améliorer la suivi de ces patients-là? J'imagine un médecin qui est dans un service de neurologie ou un service de cardiologie et qui doit prendre en charge les patients ayant un AVC. Le fils d'un papa qui a un AVC demande, OK, mon père sort de l'hôpital, il ne marche pas. Je dois espérer qu'il peut recommencer à marcher à quel moment? Et là, pour répondre à cette question, ça c'est un problème de counseling, d'éducation des patients. Pour répondre à cette question, il faut que j'ai une étude qui a évalué le devenir des patients même après la sortie de l'hôpital. Ou encore, je peux me rendre compte que parmi les patients que je prends en charge, il y a certains qui vont décéder, d'autres qui vont rester vivants. Et je veux savoir quelles sont les bonnes actions à mener dans mon contexte précis, dans l'hôpital où je travaille,
pour réduire la mortalité? Quels sont les éléments sur lesquels je dois agir pour réduire la mortalité de ces patients, donc pour améliorer leur survie? Et là, ça nous amène à faire une étude sur les facteurs pronostiques à moyen terme des accidents cérébraux dans la ville de Yaoundé. Un autre aspect, un autre axe qu'on peut avoir pour la recherche, c'est l'évaluation des aspects économiques. Et ça, c'est ce qui va rentrer surtout dans l'économie de la santé. Ça va aider en général à la prise de la décision au niveau de santé publique, mais aussi à l'éducation des patients. Un exemple qu'on a ici, c'est l'insuffisance rénale aiguë a-t-elle un poids économique suffisamment élevé pour justifier l'investissement dans la prise en charge? Ça veut dire quoi? Par exemple, on se rend compte qu'au départ, au Cameroun, l'hémodialyse coûtait des centaines de mille aux patients par mois. Environ 150 à 200 000 que le patient devait débourser pour les frais d'hémodialyse. Mais il y a une étude qui a été menée et qui a montré que le coût de la prise en charge était insupportable par les patients eux-mêmes. Ce qui a donc motivé la décision de faire une subvention de la prise en charge de l'hémodialyse au Cameroun. Ou encore, lorsqu'un patient a, par exemple, un cancer, il peut demander, OK, docteur, ça va me coûter combien de prendre en charge cette maladie que j'ai? Et là, il faut pouvoir répondre à sa question de manière objective pour qu'il puisse, par exemple, décider si ça vaut la peine de s'investir là-dedans ou bien si ça vaut mieux plutôt de se limiter aux soins palliatifs et d'accompagner la fin de vie du patient. Et ça, c'est des problèmes qu'on va rencontrer dans la pratique de chaque jour et qui vont nous aider à formuler des problèmes ou des questions de recherche. Et un dernier point qui n'est pas ressorti ici, mais qu'il est important de préciser aussi, c'est évaluer l'efficacité d'une intervention. Ça permet de résoudre le problème de la meilleure stratégie de prise en charge face à une pathologie. Par exemple, il y a quelques années, lorsque la prise en charge du paludisme n'était pas encore clairement codifiée et établie, on se demandait, entre la quinine, la l'artésunate et l'artéméter, qu'est-ce qui a la meilleure efficacité pour traiter le paludisme? Et ça va aider les cliniciens à savoir quel est le meilleur traitement que je dois utiliser, sachant que parfois le meilleur traitement peut varier en fonction de l'âge du patient, en fonction de la gravité, etc. Mais tant qu'on ne pose pas ça comme un problème de recherche qui nécessite la collecte et l'analyse des données, on ne pourra pas dire de manière efficace quelle est la meilleure stratégie qu'on doit adopter. Et par exemple, un autre exemple que le docteur Tanque a pris hier, quelle est l'efficacité d'une stratégie de stimulation des fibres nerveuses pour la marche des patients? Là, ça va faire appel à un problème de recherche qui vise à évaluer l'efficacité d'une intervention. Et quelle que soit la pathologie qu'on prend, ça c'est maintenant de manière globale, dans chacun de ces différents axes, on peut retrouver un problème qu'on va formuler et qui peut donc faire l'objet d'un sujet de recherche. Et à l'inverse, on peut dire avant un sujet de recherche à la base, il faut faire l'effort d'identifier dans quelle catégorie ça entre et comment je peux formuler le problème de recherche correspondant. Sachant que pour la même étude, on peut aborder plusieurs problèmes à la fois. Maintenant, lorsque j'ai identifié mon problème de recherche, il me faut formuler une question de recherche. Et je précise que la différence, c'est une question de recherche, c'est une question, donc c'est une phrase. Quelle est telle chose, etc. Alors qu'un problème de recherche, c'est une explication. Très souvent, pour poser le problème de recherche, c'est un paragraphe que je vais développer. J'explique, et celui qui m'écoute se retrouve face à la même situation que moi. C'est-à-dire, à la fin, il se rend compte qu'effectivement, là, il y a un problème qui, pour être résolu, doit passer par la collecte et l'analyse des données. Maintenant, lorsqu'on a quand même identifié un problème, il y a des critères pour évaluer si c'est un bon problème de recherche. Et ça s'applique aussi à la question. Il y a des critères pour évaluer si c'est une bonne question de recherche. Et ces points ont été résumés dans le sigle FINE ou FINER.
F-I-N-E-R, comme on peut voir à l'écran là. F, c'est pour faisable, ou feasible en anglais. Lorsque j'identifie un problème de recherche, je dois toujours évaluer ces critères-ci. Parce que si je manque à l'un de ces critères, il vaut mieux ne pas m'engager dans cela. Et ça fait partie des erreurs monumentales qu'on rencontre très souvent lorsqu'on travaille avec les étudiants ou ceux qui sont débutants en recherche, comme le Dr. Guéna l'a souligné hier. Si je ne fais pas ça, si je me précipite simplement à finir mon protocole et commencer la collecte des données, il y a l'un de ces points qui va me rattraper après. Surtout le point sur la faisabilité. C'est quoi une étude qui est faisable? Premièrement, je dois me rassurer que je peux avoir le nombre de personnes requis pour répondre à cette question-là. Ça fait appel au calcul de la taille de l'échantillon. Ce qui est sous-entendu, c'est que je ne devrais pas dire même à quelqu'un je travaille sur telle chose sans savoir de combien de personnes j'ai besoin. Parce que l'implication directe, c'est que si j'ai à la fin moins de personnes qu'il faut, mon étude n'a pas d'intérêt, ça ne servira à rien, soit parce que c'est trop peu précis, soit parce que la puissance est trop faible. Donc, je dois évaluer, j'ai besoin de combien de personnes et est-ce que je peux atteindre ce nombre de personnes-là? Et souvent, il faut faire un tour dans son lieu d'étude pour voir quelle est la faisabilité. Je me rappelle, par exemple, quand moi je faisais la thèse, heureusement, j'avais pu comprendre ça assez tôt grâce à l'un de mes maîtres, le professeur Ngolo Zongo. Il était question pour moi d'évaluer les facteurs pronostiques des accidents vasculaires cérébraux à moyen terme. Au départ, je devais le faire à l'hôpital central de Yaoundé. Et lorsque j'ai fait le calcul à la taille de l'échantillon, dès le début, là on est vers octobre par là, je me rends compte qu'il faut au moins 60 participants pour avoir une étude qui est scientifiquement valide. Et lorsque je fais un tour au service de neuro et de cardio à l'hôpital central, je me rends compte que chaque mois, ils ont à peine 10 cas d'AVC qui remplissent mes critères que j'avais à ce moment-là. Et donc, si je veux avoir 60 participants, à l'hôpital central, ce n'est pas faisable. Du moins, il me faudra au moins 6 mois pour atteindre cet minimum de l'échantillon. Et je n'avais pas 6 mois pour le faire. Donc, mon étude telle que je l'avais formulée n'était pas faisable à ce moment-là. Et quand ce n'est pas faisable, il ne s'agit pas forcément de changer de sujet, mais de rendre son étude faisable. Ce qui m'a obligé, par exemple, à ajouter un deuxième hôpital. Je l'ai fait finalement à l'hôpital central et à l'hôpital général de Yaoundé. Mais si je n'avais pas fait cette évaluation dès le début, c'est probablement en mars ou en avril que je devais me rendre compte de ce que mon étude n'est pas faisable. Et du coup, ce serait trop tard pour moi. Donc, il faut voir est-ce que c'est faisable en termes de nombre d'individus. Deuxième chose qu'il faut voir, est-ce que j'ai l'expertise, la ressource technique qui est nécessaire pour cela? Il y a certains travaux de recherche qui nécessitent des manipulations au laboratoire, qui nécessitent l'utilisation d'un appareil, qui nécessitent de maîtriser une certaine technique, etc. Je dois me rassurer au moment où je conçois mon problème de recherche que j'ai la capacité technique pour le faire. Par exemple, l'étude que le Dr Tanque a présentée hier sur la stimulation des fibres nerveuses, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est une question simple, mais je crois que si quelqu'un avait eu cette idée-là ici au Cameroun, ce serait une étude qui n'est pas faisable. Parce que je crois qu'il n'y a aucun labo au Cameroun qui peut développer cet outil-là. Donc, si je veux travailler au Cameroun, je n'ai pas la compétence technique qui est requise pour cela. Et on peut voir ça dans plein d'autres sujets. Si je veux, par exemple, évaluer, je prends le cas de ceux qui travaillent en médecine dentaire, l'efficacité du détartrage sur la glycémie, par exemple, ou sur l'hémoglobine glyquée, par exemple. Je dois me rassurer que je sais faire un détartrage ou alors que j'ai des personnes qui vont m'apprendre à le faire de manière efficace. Parce que sinon, ça veut dire que mon étude n'est pas faisable en soi. Il me manque la ressource technique pour le faire. L'autre élément qui est important, c'est la ressource matérielle. Je dois savoir de quel matériel j'ai besoin pour faire cela. Et ça, si quelqu'un me promet, par exemple, ce matériel-là, je dois me rassurer que personne ne va me le donner à mon travail de recherche.
il y a certains gens, par exemple, qui ont travaillé avec Dr. Tank l'année passée, qui devaient évaluer la relation entre l'inflammation et l'insulinorésistance chez les femmes ayant le syndrome des ovaires polykystiques. Et ça nécessitait certains kits pour évaluer l'insulinorésistance et pour doser la CRP ultra sensible. Certains kits qu'on ne peut pas trouver au Cameroun. Et donc, il fallait faire la commande longtemps à l'avance pour recevoir le kit et pouvoir faire ce travail-là. Mais si je ne sais pas où est-ce que je peux commander, je ne sais pas où est-ce que je peux avoir le kit, je peux avoir une question de recherche qui est vraiment un problème qu'on rencontre chaque jour, mais qui à la fin n'est pas faisable, simplement parce que je n'ai pas le matériel. Autre chose, est-ce que j'ai suffisamment de finances pour pouvoir résoudre ce problème-là? Et malheureusement, on va très souvent sous-estimer les besoins financiers qu'on a. Et la plupart des gens prennent souvent la partie budget comme un petit amusement. Tu vas voir quelqu'un faire son étude, il met le budget, par exemple, il a un total de 1 500 000. Mais il ne se demande pas exactement où est-ce que je vais trouver cet argent pour faire. Et ça montre souvent, en fait, le manque de sérieux qu'on a donné à cette évaluation-là. Pourtant, c'est quelque chose de très important. Parce que si chemin faisant, je n'ai plus d'argent pour le faire, je serais obligé d'arrêter ce travail de recherche. Donc, on doit évaluer la faisabilité. Deuxième chose, je dois me demander, est-ce que le travail que je fais est intéressant? Ou encore, le travail que je fais est intéressant pour qui? Et il faudrait au moins que ce soit intéressant pour moi qui fais la recherche. Parce que parfois, tu poses la question à un étudiant, ce que tu fais, est-ce que ça t'intéresse toi-même? Il dit que non, moi, je fais ça seulement parce qu'on m'a donné. Mais si même l'étudiant, lui, n'est pas intéressé, finalement, ça veut dire que ça ne sert exactement à rien de le faire. Et l'intérêt peut être soit pour les autres praticiens, soit pour les pairs, soit pour la communauté médicale. Ça peut être intéressant plutôt pour la communauté, pour les patients, pour la population. Ça peut être intéressant pour la recherche elle-même, de connaître quelque chose, d'avoir une certaine information. Et comme Dr. Guénard l'a dit hier, si je veux savoir si c'est intéressant, il faut juste poser la question, qui est capable de payer de l'argent pour avoir la réponse à cette question que je pose? Et ma question que j'ai donnée tout à l'heure, l'effet du paracétamol chez l'anophèle, c'est clair que ça n'intéresse personne. Personne ne peut payer de l'argent pour avoir cela. Donc, c'est le genre de question de recherche qu'il faut absolument éviter. Aussi, la question que je pose, le travail que je fais doit avoir un caractère nouveau. Et on l'a dit suffisamment hier, il y a cet aspect d'originalité. Ça ne sert à rien de faire quelque chose dont on connaît déjà le résultat. Ce n'est plus la recherche, ça. Ou encore, ce n'est plus vraiment une question de recherche. C'est ce qu'un de mes patrons appelle une question d'ignorance. C'est-à-dire, je pose une question qui peut avoir l'air faisable et intéressante, mais c'est juste parce que moi, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas fouillé la littérature. On connaît la réponse à cette question et ça ne sert plus exactement à rien de faire ce travail-là. Et le caractère nouveau ici, le caractère nouveau peut se situer sur plusieurs éléments. Plusieurs éléments peuvent construire le caractère nouveau. Premièrement, ça peut être la question elle-même. Par exemple, quand la COVID a commencé, la plupart des questions de recherche qui se posaient pour la COVID étaient des questions nouvelles. Ça veut dire que c'est une question que personne n'a posée avant. Ça a toute son originalité. Par exemple, il y a une question qui s'est posée à un moment donné. Est-ce que l'ivermectine a un effet sur la COVID? Ça, c'est une question. Personne n'avait jamais posé cette question avant que le premier chercheur qui a eu l'idée ne la pose. Mais il faut dire que c'est quelque chose qui est assez rare aussi de trouver une question pour laquelle on est la première personne à la poser. L'autre élément nouveau peut porter sur la population qu'on étudie. Par exemple, on peut avoir une connaissance déjà bien établie sur la prévalence de l'hypertension artérielle dans la population adulte à Yaoundé. Mais moi, je peux poser la même question, prévalence de l'hypertension artérielle, mais plutôt chez la population des enfants scolarisés dans la ville de Yaoundé. Et on voit bien que ça, c'est une population nouvelle par rapport à ce qui est déjà connu. Donc, j'ai un point d'originalité, un caractère nouveau qui porte sur la population. Le caractère nouveau peut être aussi sur le lieu où l'étude est menée.
Une étude peut avoir été faite en zone urbaine et je la fais en zone rurale. Une étude peut avoir été faite en milieu hospitalier et je la fais en communauté. Une étude peut avoir été faite en milieu communautaire classique et puis je vais chez les populations défavorisées en prison, par exemple, ou en internat. Mais je dois avoir un caractère nouveau dans la question de recherche que je suis en train de poser. Aussi, le caractère nouveau peut être simplement dans le type d'étude qui est menée ou dans les outils que j'utilise pour faire ce travail de recherche-là. Quelqu'un peut faire une étude sur la prévalence du diabète en disant la glycémie à jeûne, mais moi, je fais la même étude avec l'hémoglobine glyquée, qui a une plus grande sensibilité, une plus grande spécificité que la glycémie à jeûne simplement. Et ça peut être juste, on a fait une étude en type d'étude cas témoin, et je fais la même étude en étude de cohorte. Le point ici, c'est seulement de dire il faut qu'il y ait un élément de la méthodologie qui soit nouveau par rapport à ce qui est déjà connu sur la question que je suis en train de poser. Également, mon étude que je mène doit être éthique. Il faudrait que tel que l'étude est formulée, ce soit valide, ce soit acceptable par les comités d'éthique. Il ne faudrait pas qu'il y ait des violations majeures au principe de l'éthique. Et ça, c'est tout un autre aspect qu'il faut aborder. Mais quand même, les éléments de base, les principes qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout travail de recherche que je fais, je dois me dire l'intérêt du patient est prioritaire sur l'intérêt de la recherche. À partir du moment où je sens qu'il y a un conflit qui se crée, c'est-à-dire je vais léser l'intérêt du patient pour avoir des données, là, il y a un problème éthique qui se pose et ma question de recherche n'est plus valide, quelle que soit sa pertinence, sa faisabilité et son caractère nouveau. Là, ce n'est plus valide. Par exemple, je prends le cas de l'ivermectine. Lorsque la question a été posée, est-ce que l'ivermectine est efficace pour traiter l'infection à coronavirus? À la base, c'était faisable. Par exemple, pour notre centre de recherche qui travaille sur les filarioses, on a l'ivermectine à notre disposition. Les patients COVID, on pouvait les avoir en quantité suffisante. On avait assez d'argent pour pouvoir le faire. La question était intéressante pour les patients COVID, pour la communauté, pour les scientifiques. C'était quelque chose de nouveau en soi, mais ça manquait de caractère éthique parce qu'il fallait administrer au moins 50 comprimés d'ivermectine à un patient pour atteindre la concentration minimale requise pour traiter. Et on voit que cette dose-là est dangereuse pour le patient. Bien que ce soit très intéressant pour la recherche et pour la science et tout, ce n'est pas éthique parce qu'il y a un aspect de malfaisance qui va s'y mixer là-dedans. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce travail de recherche n'a jamais été mené. Le dernier point, c'est relevant. Ma question doit être pertinente. Il faudrait que, au travers de ce que je fais, et relevant, c'est un peu comme une synthèse de tous les éléments qu'on a en haut là, il faudrait qu'il y ait un apport, qu'il y ait quelque chose en plus que je vais donner, soit pour la connaissance scientifique, soit pour la pratique clinique au lit du malade, soit pour la définition des guidelines et des principes de prise en charge du patient, ou pour la recherche. Donc, il faudrait qu'à la fin de mon travail, que j'apporte quelque chose en plus. Et ça, c'est vraiment important parce que si on n'a pas ce point-là, en réalité, ça ne vaut pas la peine de faire ce travail de recherche. Et lorsqu'on a fait ce travail de finer dont j'ai parlé, c'est vraiment un travail de réflexion qu'il faut faire au brouillon lorsqu'on a son sujet de recherche. Prendre un stylo, commencer à rédiger. Est-ce que c'est faisable sur tel point? Comment je vais résoudre? Comment je vais adapter? Quel est l'intérêt? Pouvoir mettre ça par écrit de manière à regarder soi-même la structure qu'on donne à son problème de recherche. Maintenant, pour la formulation proprement dite de la question de recherche, quels sont les mots qu'on s'attend à retrouver dans une question de recherche? Et on a ce sigle PICO qui, croyez-moi, est de loin plus important que l'impression qu'on a souvent lorsqu'on entend en passant PICO. On l'a souvent entendu, on l'entendra souvent dans la recherche. Mais je peux vous assurer que lorsqu'on a compris ce principe, on est tellement plus à l'aise lorsqu'on veut formuler une question de recherche. Et même lorsqu'on va faire la recherche documentaire en ligne, ça on le verra dans d'autres webinaires plus tard, cette notion de PICO est vraiment capitale. C'est pour ça que je nous invite vraiment à bien comprendre de quoi il
il s'agit et comment est-ce qu'on peut s'en servir. Donc, P, c'est pour population. Lorsque je formule ma question de recherche, on doit savoir la recherche porte sur quelle population. La recherche que je veux mener, ça concerne quelle population. Et dans la notion de population, ça peut être un groupe d'âge précis, ça peut être un sexe bien précis, ça peut être les habitants d'une localité bien précise, ça peut être des personnes qui ont une certaine pathologie. Toujours est-il que je dois pouvoir identifier une caractéristique qui définit la population sur laquelle je veux mener ce travail de recherche. La population sur laquelle je veux appliquer la question de recherche que je suis en train de poser. Deuxième élément, c'est I, qui concerne l'intervention. Et ici, l'intervention, ça peut être un traitement, un médicament qu'on donne, une opération chirurgicale, ça peut être un protocole de traitement, ça peut être une politique de santé, ça peut être une stratégie de santé publique, etc., etc., etc. Mais je dois pouvoir dire quelle est mon intervention. Comparaison poussée, c'est lorsque j'aurai fait cette intervention, je vais comparer à quel groupe. Comment je vais faire pour savoir si mon intervention a finalement été utile ou pas? L'intervention dont je suis en train d'évaluer l'effet. Il faut que j'ai un groupe auquel je vais comparer. Je peux comparer ça, par exemple, à l'absence d'intervention. Je peux comparer au placebo. Je peux comparer à la pratique courante. Je peux comparer à une autre intervention, etc. Mais il faut qu'on ait un élément de comparaison. Et le outcome, c'est le critère que je vais utiliser pour juger de l'efficacité de mon intervention. Sur quoi est-ce que je vais me baser pour dire, par rapport au groupe de comparaison, le groupe qui a reçu l'intervention a été meilleur, ou a été moins bien, ou a été égal, etc. Je dois pouvoir définir quel est le outcome. Et là, il est très important de définir non seulement c'est quoi la variable de outcome, mais aussi de décrire comment est-ce que je vais évaluer cette variable-là en termes de méthodologie, à quel délai je vais évaluer cette variable-là. Et enfin, on a le T qui est optionnel, qui est souvent ajouté, qui renvoie au type d'étude que je suis en train de faire. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Mais si je prends le cas de l'ivermectine dont j'ai parlé, avec son efficacité, ou même de la chloroquine, comme on en a discuté hier, son efficacité sur l'infection à coronavirus. Ma population, ça va être les patients infectés par le coronavirus, peut-être reçus à l'hôpital central de Yaoundé. Ça, c'est ma population. Et on voit que la caractéristique qui les concerne ici, c'est l'infection à coronavirus. Donc, c'est une pathologie. Mon intervention, ça va être d'administrer la chloroquine ou l'hydroxychloroquine à telle dose pendant telle fréquence. Donc, je dois pouvoir décrire mon intervention de manière à ce qu'on puisse la reproduire. La comparaison, l'élément de comparaison peut être les patients qui ont reçu juste un traitement standard de mesure de soutien, tel qu'on le faisait au début pour l'infection à coronavirus. Et mon outcome, je dois pouvoir le définir aussi clairement. Ça peut être, par exemple, la mortalité à J14. Là, j'ai mon critère qui est patient décédé vivant. Ça, on sait comment l'évaluer. Et je veux le faire à J14. C'est pour ça qu'il faut toujours définir le timing lorsque je définis mon outcome. Et ça peut être fait dans un essai clinique contrôlé et randomisé. Cependant, je vais préciser que la notion de PICOT est surtout applicable pour les études interventionnelles. Ça veut dire les études où j'évalue l'effet d'une intervention. Les autres types d'études peuvent ne pas avoir tous ces éléments-ci. Par exemple, quand je fais une étude de prévalence de l'hypertension artérielle dans la population des personnels de santé de l'hôpital central de Yaoundé. Là, je ne suis pas en train d'évaluer une intervention, je ne suis pas en train de voir si une mesure que j'applique va avoir un effet. Et là, j'aurai par exemple uniquement ma population que j'étudie, le outcome que j'étudie chez eux et le type d'étude. Vu que je n'ai pas d'intervention, je n'ai pas de groupe de comparaison aussi. Pour cet exemple, la population, c'est le personnel de santé de l'hôpital central de Yaoundé. Et le outcome que j'évalue chez eux, c'est l'hypertension artérielle, tout simplement. Je n'ai pas d'intervention, je n'ai pas de comparaison. Et mon type d'étude, ce sera
une étude transversale descriptive, par exemple. Toujours est-il que pour chaque étude qu'on fait, il faut faire l'effort de décrire ces différents éléments P, I, C, O. Et ça se fait. Et là, j'ai pris un exemple où on va parcourir ces différents éléments. C'est quoi le problème de recherche? C'est quoi la structuration Feiner? Et c'est quoi la formulation PICOT pour ce problème de recherche? Et ça, c'est un travail de recherche sur lequel nous avons travaillé il y a 1 ou 2 semaines. Juste pour dire que ce n'est pas des choses qui sont théoriques qu'il faut reciter, mais c'est vraiment du concret qu'on va utiliser dans la pratique de chaque jour lorsqu'on est dans le domaine de la recherche. C'est donc quoi le problème pour cet exemple pratique? La scabiose, qui est une infection de la peau par un parasite dénommé Sarcoptes scabiei. La scabiose concerne environ 300 millions de personnes dans le monde. Et plus de 80% de ces infections surviennent dans les zones de précarité. Ça veut dire les zones où le revenu est faible, les gens n'ont pas vraiment beaucoup de ressources. On se rend compte que dans les zones rurales, la prévalence va jusqu'à 60% dans certaines zones. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont affectées par cette maladie, qui pourtant a un traitement disponible et efficace et qui ne coûte même pas très cher. Même l'ivermectine qui est distribuée gratuitement dans les villages soigne la scabiose. Et il y a également le benzoate de benzyle qui est aussi disponible même dans les villages et qui est efficace pour ce traitement-là. Mais on se rend compte qu'il est difficile pour le personnel infirmier qu'on a souvent dans les zones rurales de poser ce diagnostic-là. Ça, c'est l'observation que je fais au départ. Je constate que beaucoup de personnes sont infectées. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se grattent le corps qui ont la scabiose, mais le personnel infirmier ne sait pas faire le diagnostic parce qu'ils n'ont pas reçu la formation et parce que c'est un diagnostic qui parfois peut être complexe, même pour les dermatologues. Il y a beaucoup de subtilités à considérer, etc. Ça m'amène donc à poser la question, à me demander comment je peux faciliter l'accès au diagnostic de la population. Comment je peux faciliter l'accès au diagnostic par le personnel infirmier en zone rurale pour cette pathologie qui est fréquente et qui a un traitement disponible. Voilà. Là, ça rentre bien dans l'axe qu'on a vu tout à l'heure, évaluation d'un outil diagnostique. Ça m'amène donc à mener un travail de recherche qui porte sur le développement et l'évaluation d'un algorithme diagnostique de la scabiose applicable en milieu rural. Là, c'est un problème de recherche. Et vous voyez que pour le poser, je ne dis pas simplement, mon étude, c'est évaluer l'algorithme diagnostique. Sinon, on ne comprend pas d'où est-ce que je sors avec ça. Mais quand j'amène le sujet, je pose le problème dans son contexte, on comprend clairement où se trouve la difficulté et ce qui motive donc à faire ce travail. Je précise aussi que pour ce travail, c'est vraiment un problème de recherche parce que pour être résolu, il me faut collecter et analyser des données pour avoir la solution à ce problème. Si on regarde dans le caractère Feiner de ce travail, lorsqu'on a eu l'idée de recherche avec certains de mes encadreurs et moi-même, on s'est dit, est-ce que c'est faisable donc de développer un outil diagnostique accessible et de l'évaluer? Il fallait voir la taille de l'échantillon qu'on a calculé avec la formule correspondante. Il nous fallait environ 240 participants pour mener ce travail de recherche. Et on peut avoir 240 participants en zone rurale. Voilà, il y a des villages où on a 1000-1500 personnes qui habitent là et ça devient faisable sur le point de la taille de l'échantillon. Combien ça devait coûter? Le budget minimal qu'on a estimé, c'était de 300 000 francs. Ça incluait le médicament qu'il fallait acheter pour les éventuels cas positifs, le transport qu'il fallait pour être dans la localité, pour le séjour là-bas, pour la nutrition, etc. Environ 300 000 francs. Et ça, on a pu trouver cet argent-là. Il nous fallait combien de temps pour faire cela? Environ 10 jours. Parce qu'on s'est dit, si on arrive à recruter 30 participants par jour, ça, en 10 jours, on devrait pouvoir le faire. Et l'implication, c'est qu'on a dû augmenter le nombre de personnes qui recrutaient pour réduire le temps qu'on a mis. Pour cette étude, par exemple, on est allé au nombre de 3 et ça nous a pris environ 3 jours pour atteindre cette taille de l'échantillon. Les ressources humaines qu'il fallait, il fallait juste des enquêteurs, des épidémiologistes, des statisticiens
et une expertise en dermatologie pour confirmer les diagnostics de scabiose. Et ça, on pouvait avoir toutes ces ressources-là. Ce qui fait que l'étude était faisable. On avait tout ce qu'il faut pour mener cette étude-là. Est-ce que c'est intéressant? Qui est intéressé par ça? Premièrement, les patients eux-mêmes, parce que beaucoup de personnes sont affectées et la qualité de vie de ces patients est vraiment endommagée. Donc, si on peut améliorer l'accès au diagnostic, c'est sûr que les patients sont prêts même à payer pour avoir ce résultat. Également, le personnel infirmier est intéressé parce que quand un infirmier reçoit un patient qui a un prurite, bon, pour ceux qui ont travaillé en zone rurale, on le sait tous, en général, ils vont prescrire la dexaméthasone, prescrire l'extensiline et plein d'autres choses comme ça. Et le patient va revenir à chaque fois. Or, si on lui dit, je vais te faciliter l'accès au diagnostic de la scabiose avec un algorithme simple qui est efficace, là, ça l'intéresse. Et donc, il est même capable de payer pour avoir accès à cela. Et également, les décideurs de santé publique, parce que pour réduire le fardeau de la scabiose, il faut que le diagnostic soit accessible. Et ça fait d'ailleurs partie des priorités de l'OMS lorsqu'il s'agit de la lutte contre la scabiose. Donc, c'est vraiment une question qui est... Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Certainement, oui. Parce qu'il n'existe pas d'algorithme diagnostique, en tout cas pour le moment, pour la scabiose précisément. On a des algorithmes pour les IST, on a des algorithmes pour le diagnostic d'un chancre, par exemple. On a des algorithmes pour les pathologies de l'enfant, etc. Mais pour la scabiose, il n'y a pas d'algorithme diagnostique. Et donc, c'est une question qui est nouvelle. Est-ce que c'est éthique? Là, j'ai essayé de lister quelques points pour montrer que les caractéristiques éthiques sont bien respectées et ça remplit ce critère-là. La bienfaisance, si on a un meilleur accès au diagnostic, alors c'est mieux pour les patients. Non-malfaisance, il n'y a pas de danger à poser des questions aux patients pour faire cette étude. La justice, tous les cas qu'on a diagnostiqués, on leur a donné le traitement gratuitement, ça qui était contenant le budget. Avant l'inclusion, il y avait un consentement éclairé et les données étaient traitées de manière confidentielle. Et relevant, est-ce que ça apporte quelque chose à la science? Bien évidemment, quand on regarde tous ces éléments. Et voilà un exemple comment je peux identifier un problème de recherche, le formuler, c'est Feiner. Et pour la formulation PICO, la population, c'est les personnes résidant en zone rurale qui sont atteintes de scabiose. Mon intervention, c'est un algorithme diagnostique que je veux évaluer en comparaison aux personnes saines. En fait, pour voir si mon algorithme est performant, je dois l'appliquer chez les malades et les non-malades pour voir est-ce qu'il est performant. Et donc, le outcome, ce sur quoi je vais juger, c'est la performance diagnostique de mon outil. Et le type d'étude, c'est évaluation de tests diagnostiques. Et ça me donne, par exemple, cette question, quelle est la performance d'un algorithme diagnostique de la scabiose dans une population rurale? Et je précise que ma question ne va pas forcément porter tous les éléments que j'ai dans PICO. Donc, voilà. Il faudrait qu'on puisse quand même voir ressortir ces différents aspects. Par exemple, la population, je l'ai ici, population rurale. Je l'ai là, algorithme diagnostique. Personne, en comparaison, on ne l'a pas ressorti clairement, mais c'est sous-entendu dans la question. Et le outcome est la performance de cet algorithme-là. Pour terminer donc rapidement, les objectifs de recherche, comment est-ce qu'on les formule? En général, on aura un objectif général et des objectifs spécifiques. L'objectif général doit juste être quelque chose de vague, de général, tel que étudier telle chose, analyser telle chose, évaluer telle chose. Et l'objectif général doit avoir plusieurs parties. Ces différentes parties vont constituer plus tard les objectifs spécifiques. Et je ne vais pas beaucoup insister sur ces points parce que lorsqu'on a déjà fait le travail préliminaire sur la structuration Feiner, la structuration PICO dont j'ai parlé, ces autres étapes vont passer plus facilement parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on cherche, on sait exactement quelles sont les différentes composantes du travail de recherche que je fais. Et les aussi spécifiques, il y a quelques principes là qu'il faut respecter lorsqu'on les formule. Ça doit être les différentes étapes pour atteindre l'objectif général. Ça suppose que je ne dois pas avoir un objectif spécifique qui ne fait pas partie de l'objectif général. Je ne dois pas avoir un objectif spécifique qui ne rentre pas
dans les différents points de mon objectif général. Deuxième chose, il faut numéroter les objectifs. Lorsqu'on rédige dans son document, c'est toujours mieux de mettre objectif 1, 2, 3, 4, 5. Et on a en général entre 3 et 5 objectifs spécifiques qui doivent tous commencer par des verbes d'action. Un objectif spécifique, ça commence par un verbe d'action. Déterminer, mesurer, évaluer, etc. Et l'objectif spécifique doit être SMART, c'est-à-dire il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et on doit définir le temps dans lequel on va l'atteindre. Ça veut simplement dire, lorsque je formule l'objectif spécifique de mon travail, je dois me rassurer que cet objectif aborde une question à la fois. Il ne faut pas que dans le même objectif, on cherche trois choses. Je ne peux pas, par exemple, dire objectif spécifique, déterminer la prévalence et les facteurs associés à la scambiose. Là, ce n'est plus spécifique parce que j'ai deux choses. J'ai la prévalence et j'ai les facteurs associés. Il vaut mieux découper en deux objectifs. Mesurable. Il faudrait que tel que l'objectif est formulé, qu'il puisse avoir un indicateur qui va me permettre de répondre à cette question-là. Quand je dis par exemple déterminer la prévalence, ça c'est mesurable parce qu'à la fin, je vais donner un chiffre qui est la prévalence de cette affection. Voilà. Atteignable, ça rentre un peu dans la faisabilité. Quand je formule mon objectif, je dois me rassurer que je peux l'atteindre, que j'ai tous les moyens et les ressources qu'il faut pour l'atteindre. Et réaliste, il faudrait que tel que je le formule, que ce soit applicable dans le contexte où je vais travailler. Si par exemple, je dis, je vais évaluer la fréquence des avortements volontaires dans la ville de Yaoundé, ce n'est pas réaliste parce que l'avortement volontaire est interdit par la loi. Et donc, je suis sûr que les gens ne vont pas me dire la vérité là-dessus. Ça manque de réalisme comme objectif. Et il faudrait que je définisse le temps dans lequel je vais atteindre cet objectif-là. Voilà. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et c'est tout pour cette présentation.